Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, chavirement d'une pirogue à l'embouchure de Saint-Louis. 5 pêcheurs étaient à bord de l'embarcation, tous introuvables pour le moment. Les recherches se poursuivent. Affaire Papalénian, le journaliste bénéficie d'un retour de parquet. Son dossier est toujours à l'étude chez le procureur de la République. Le journaliste a violé les règles du journalisme selon la voix du gouvernement. Abdou Karim Fofana. À la une également, la grève de 96 heures de l'intercoalition And Guessum et les travailleurs des collectivités territoriales. L'impact de la grève est perceptible dans les municipalités et établissements sanitaires. Nos équipes ont fait le constat. Et puis, 14e journée de la Bundesliga, Sadio Mané sorti sur blessure. Le Bayern affronte en ce moment le Werder de Brême. Le Lyon a été remplacé par Leroy Sané. Sadio Mané directement rentré dans les vestiaires. Nous y reviendrons dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ils seraient emportés par une mer déchaînée lors de leur passage sur la brèche de Saint-Louis. 5 pêcheurs ont disparu suite au chavirement de leur embarcation à l'embouchure de Saint-Louis. Pour l'heure, les recherches se poursuivent, mais les recherches n'ont rien donné. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. L'accident s'est produit aujourd'hui sur l'embouchure. La pirogue qui avait à son bord 5 pêcheurs, tous originaires de Santhiaba, a chaviré ce matin. Actuellement, aucun survivant n'a été enregistré. Selon les premiers témoignages, ils ont tous péri dans la brèche après le chavirement de la pirogue vers 7h30 du matin. L'un des amis proches de la famille, en l'occurrence Omar Diop, demeurant à Santhiaba, a fait la déclaration au niveau de la base maritime de Saint-Louis. Aujourd'hui, dans l'après-midi, la marine nationale, les pêcheurs de Santhiaba et ceux de Gendar se sont mobilisés pour entamer les recherches. Mais jusqu'à présent, ils n'ont encore rien trouvé. Les personnes qui étaient à bord de l'embarcation étaient âgées de 25 et 30 ans. Pour le moment, les recherches se poursuivent pour trouver les corps des victimes après plus de 14 heures passées dans la brèche de Saint-Louis. Et pourtant, depuis hier, la météo avait demandé aux pêcheurs de rester chez eux à cause de la houle dangereuse notée sur le littoral. Merci Ousseynou. L'actualité, c'est aussi cette scène terrible au quartier Ndoufouk de Thiès hier. Un enfant talibé tué par son condisciple âgé de 12 ans seulement. Tous les deux étaient pensionnaires de la même école coranique. L'adolescent présumé meurtrier a été surpris en train d'enterrer le corps de la victime âgée de 6 ans. Mustapha, il s'appelait Cheikh Anta Diop, c'est il attire. Ndoufouk, un quartier très calme, situé à la sortie de la commune de Thiès-Est en allant vers Touba. C'est ici où le crime a eu lieu. Un voisin témoigne. Wa drame bi nak li ma ci fekk rek moy boy bi vers 17h ñëw na fi di gas quoi. Mané ko Tala yow loy gas fi. C'est vers les coups de 17h que j'ai aperçu le gosse en train de creuser un trou. Je lui ai demandé pourquoi faire. Il m'a rétorqué que c'était pour enterrer un chat mort. Aussitôt, je lui ai demandé de quitter les lieux. Mais c'est vers les coups de 19h qu'il est revenu creuser un trou. Et c'est ici qu'il a enterré le tout petit Mustapha, âgé seulement de 6 ans. Finalement, mo xalé bi ñoy and say bi gas. Xalé bi mo ray. Alassane Dione dit n'avoir jamais dans sa vie imaginé qu'un tel acte pourrait se produire dans ce dara. Wa daaji mom li ci xew mom do ko xam. Machallah nak serigne bi mom yalla may nako mom pédagogue jangale rek tok na ci. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, le maître des lieux, est cité en exemple pour ses qualités et il gérait bien son établissement coranique. Même mes enfants font partie des pensionnaires de ce dara. Le présumé meurtrier est actuellement retenu à la police centrale de Thiès et serait présenté au procureur dans les heures qui suivent. Affaire Papalénian, le journaliste a bénéficié d'un retour de parquet. Il dormira ce soir au commissariat central de Dakar. Son dossier est à l'étude chez le procureur de la République.
Pendant ce temps, selon la voix du gouvernement, le journaliste Pape Alé Niang a violé les règles du journalisme. Une dépénalisation des délits de presse au Sénégal ne sera pas à l'ordre du jour tant que les journalistes ne feront pas plus de preuves plus de responsabilité. Voici Abdou Karim Fofana, il était l'invité de la matinale de TFM. L'image du Sénégal est ternie par ceux qui pensent faire du journalisme et ne le font pas du tout. Moi, je pense que tous les métiers sont organisés et encadrés. Pour moi, Pape Alé Niang ne fait plus du journalisme depuis longtemps parce que entre relater des faits, les commenter et souvent diffamer des personnes, aller au-delà de ce que le métier de journaliste permet, c'est-à-dire ne pas respecter la notion de secret défense ou de sécurité nationale, ça c'est pas du journalisme. Maintenant, je peux bien comprendre qu'il y ait une solidarité corporatiste, mais dans notre pays, il y a une réglementation, il y a des lois et règlements à respecter. Moi, je me pose cette question. Ceux qui défendent l'idée selon laquelle Pape Alé Niang ne doit pas être attrait devant la justice, ce sont des journalistes qui ne font pas ce qu'ils font. Vous ne diffusez pas de documents estampillés secrets. Est-ce que vous diffamez les gens? Est-ce que vous vous mettez tous les jours devant les caméras pour jeter en pâture des personnes, telle personne est propriétaire d'immeubles de telle chose ou de voilà, il faut qu'on sache se respecter. J'entends les gens parler de dépénalisation. Ce serait même pas pour moi un honneur pour que un métier comme le journalisme soit dépénalisé. Pourquoi? Parce que chaque métier a sa liberté, mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Affaire des affrontements de Tchiki, placement sous mandat de dépôt des 5 gardes du corps de Ousmane Sonko. Le président du mouvement national des cadres patriotiques dénonce l'arrestation des membres de la garde rapprochée de Sonko. Selon Bassirou Diomaye Faye, cette affaire est tout simplement une provocation. Le voici à l'issue d'une conférence de presse tenue cet après-midi. Nous avons évoqué les provocations qu'on a notées depuis le début du Nemeko Tour avec l'escouade de forces de défense et de sécurité qui ont poursuivi notre convoi pendant 15 ou 16 jours dans le département de Mbour et dont la présence n'aurait pu servir à rien d'autre en dehors de cette provocation-là que d'empêcher justement que des événements comme ça puissent se dérouler. La deuxième chose, c'est qu'on sait tous dans quelles conditions ces gardes-corps ont été kidnappés. Ils n'ont pas reçu de convocation, ils ne sont pas allés déférer tranquillement à une convocation. Ils ont été enlevés au moment où le président Ousmane Sonko, dont il assurait la sécurité au tribunal, était en train d'être auditionné. S'il y a d'autres arrestations à Tchiki, il appartient au procureur qui s'était empressé de communiquer suite à l'arrestation de la garde rapprochée du président Sonko, de communiquer dans les mêmes formes pour dire aux Sénégalais pourquoi il a arrêté d'autres personnes, comme il a essayé de le justifier de l'arrestation arbitraire des gardes du président Sonko au tribunal de Dakar, le 3 novembre, au moment de l'audition du président de PASTEF. L'autre grand titre de cette édition, 96 heures de grève de l'intercoalition des travailleurs des collectivités territoriales et And Gueusseum. En ce premier jour, le mouvement d'humeur a impacté fortement les municipalités et autres structures sanitaires. Certains travailleurs ont bien exercé leur droit de grève. Illustration au centre de santé Philippe Maguilène Senghor et à la mairie de Yoff, Cheikh Diop Diafaraba. Une discussion bon enfant. Pas beaucoup de travail, un service minimum. La grève assurée par les agents de santé. Nous sommes au centre de santé à Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Jour de grève. À l'urgence, par exemple, on respecte le minimum. Parce que tout le temps, il y a des malades qui viennent à tout moment. Il y a des urgences qui viennent à tout moment. Donc, on respecte le minimum. Ce n'est pas qu'ici. La grève touche aussi les états civils. Tous les bureaux sont fermés. Les travailleurs sont dans le désarroi. Depuis quelque temps, les responsables syndicaux sont en grève et aussi nous avons suivi le mot d'ordre. Et c'est ce qui est normal. Depuis presque 15 jours ou plus, nous sommes en grève et nous le serons aussi jusqu'à lundi, Inch'Allah, et nous le reprendrons
jusqu'à ce qu'ils nous disent encore de répéter la grève, on va encore répéter la grève. Ces travailleurs sont tous unanimes à exiger de meilleures conditions de vie, le minimum. Oui, il y a beaucoup d'accords que le gouvernement n'a pas encore respectés. C'est de mettre à l'aise les agents municipaux et qu'ils doivent avoir aussi des pensions de retraite aussi, comme à la Cypress, et aussi, comment dirais-je aussi, augmenter le salaire et aussi leur donner tout ce qu'ils veulent. 4 jours de grève à compter de ce mardi. L'intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal, And Gueusseum, continue la lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Mouvement d'humeur des élèves de l'École nationale de formation familiale et sociale. Ils pestent contre la nouvelle décision de la direction de revoir à la hausse des frais d'inscription. À cela s'ajoutent des bourses en retard et un déficit de personnel d'encadrement dans l'établissement. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Alun Diagne. Ils en ont ras-le-bol et ils ont tenu à l'exprimer. Un sitting et des brassards rouges devant la direction de l'école. Les élèves de l'École nationale de formation en économie familiale et sociale s'insurgent entre autres contre la hausse des frais d'inscription. Déjà, on paye 43 500. On ne se plaignait pas, peut-être parce qu'on se dit qu'on a peut-être c'était pour le bon fonctionnement de l'école. Mais cette année-ci, on est venu sans nous aviser au préalable. Ils ont augmenté les inscriptions pour les habillements de 43 000 à 75 000, pour les restaurations de 53 000 à 75 000. Les agroalimentaires, eux, ils payent 150 000 pour une école nationale, vous voyez. Ce n'est pas la seule plainte que ces élèves retiennent contre les autorités de l'école. Tantôt, et encore le problème des bourses qui reviennent à chaque fois. Là, on ne parle même pas encore des autres problèmes qui sont dans l'établissement, à savoir le manque de main-d'œuvre. L'année dernière qui a été l'objet dont nos examens de validation progressive n'ont pas été faits à cause de ça. Et tout cela sont là. Le problème de l'établissement, il y en a énorme. Cela fait 2 semaines que ces élèves de l'ENFEFS ont entamé ce mouvement d'humeur. Pour eux, pas question d'arrêter tant qu'il n'y aura pas une satisfaction totale. Et puis les directeurs d'écoles de santé désapprouvent les résultats jugés catastrophiques publiés par la tutelle à l'issue des examens. Ils demandent l'annulation de ces résultats ainsi que la suppression de l'examen des sages-femmes et infirmiers. Compte rendu de leur conférence de presse, Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Il est dit, voilà ce que l'on peut dire des résultats publiés par le ministère de la Santé à l'issue de l'examen des sages-femmes infirmiers organisés tous les ans. Avec respectivement les taux d'admissibilité de 1,76% pour la filière sage-femme, soit sur 2268 candidates, on a 1002 ajournés et seulement 40 admissibles. 3,77% de taux de réussite pour la filière infirmière. Sur 1641 candidats, on a 781 ajournés et 62 admissibles. Face à cette situation, le syndicat des directeurs d'écoles privées de santé, SIDEPS, montre leur indignation et conteste ces résultats. Face à ces résultats invraisemblables, le syndicat des directeurs d'écoles de santé, SIDEPS, éprouve une profonde indignation devant le sort réservé injustement aux milliers d'étudiants et étudiantes en sciences infirmières et obstétricales. D'autant plus que ces élèves versent 20 000 francs chacun pour l'organisation du concours, une manne financière dont l'utilisation est des plus nébuleuses. Question pour les examens de certification 2021 qu'on refuse nous tous de verser ces 20 000 francs. Tant que les 120 millions versés l'année dernière, 123 millions versés l'année dernière, tant qu'on ne remet pas le rapport financier des 120 millions qu'on a eu à dépenser l'année dernière. Ces directeurs d'école, d'ailleurs, imputent cet échec au non-respect par le ministère de la Santé des conditions administratives d'ouverture de ces écoles. 5 écoles privées qui ont l'habilitation institutionnelle de l'ANAQ-Sup. OK. Maintenant, il y a les autres écoles dont
dont le pourcentage est d'environ 97%, ok, qui ne disposent rien que d'un récépissé du ministère chargé de la formation professionnelle. Le SYDEPS demande par ailleurs l'annulation des résultats de l'examen de certification et la suppression de celui des infirmiers et sages-femmes organisé par le ministère de la Santé. Merci Fat Bintou. Venons-en au dossier de ce 20h consacré au faux monnayage au Sénégal. Vous l'avez constaté, les saisies de faux billets de banque se multiplient. Le faux monnayage est un phénomène insidieux qui détruit l'économie. Selon les économistes, il est difficile aujourd'hui de calculer avec exactitude le taux de croissance du Sénégal tellement la pratique est ancrée. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Pape Sangonembaye. Saisie record de faux billets au Sénégal, c'est le constat depuis quelque temps. Une fausse monnaie greffée dans notre économie entretient une inflation qui gangrène tous les secteurs d'activité. On fait entrer dans notre circuit économique des billets qui ne sont pas pris en compte au départ, qui ne sont pas comptabilisés et qui ne reflètent pas la réalité économique de notre pays. La première conséquence, c'est l'entretien de l'inflation. La deuxième conséquence, c'est la spéculation dans laquelle nous sommes. C'est que c'est dangereux pour nos économies. Parce que cela crée un déséquilibre des agrégats macroéconomiques, ce qui est extrêmement important à prendre en compte. Son impact économique, c'est de créer une surliquidité parallèle à celle qui peut exister naturellement. Une conséquence négative sur le panier de la ménagère et favorise en même temps les faussières. L'échec même de la mesure de l'activité économique en tant que telle. Parce que d'une part, on a le secteur informel qui est difficile à être évalué, mais d'autre part, il y a ces fossoyeurs également qui mettent du faux dans du vrai. Ce qui fait que ça devient un cancer. Pour eux, il faut durcir les sanctions et avoir une souveraineté monétaire. On doit beaucoup plus s'arrêter, demander effectivement aux banquiers d'être beaucoup plus vigilants sur les promoteurs, sur les comptes, les transactions financières, aussi bien domestiques qu'offshore, sur effectivement les types de promoteurs qu'on a et faire les provenances des ressources et surtout leur destination. Merci Pafar. Allons à Ourossogui où les commerçants s'opposent à la démolition du marché. Selon eux, la destruction du lieu de commerce risque de bloquer l'activité. Cependant, un site de recasement leur a été proposé par la municipalité. Explication Ali Bandelian. Ourossogui, une ville morte, c'est la conséquence du mouvement d'humeur des commerçants et usagers du marché central de la ville. Ces derniers s'opposent à la volonté du maire, maître Moussa Bokar Thiam, décidant de démolir l'actuel marché pour les recaser dans des bâches en attendant les travaux de construction d'une nouvelle infrastructure sur le même site. Malgré l'intervention du préfet de Matam venu faire des précisions de taille, les commerçants de Ourossogui ont fermé boutique avant de se retrouver face à la presse. Nous ne refusons pas le projet, mais nous voulons la construction d'un nouveau marché sur un nouveau site. On n'a pas besoin de la démolition du marché. C'est un projet qui a pris ses débuts depuis 2018 pour prendre une couverture sur la construction de 84 marchés dans tout le territoire national. Mais malheureusement, il n'y a que 4 qui ont commencé à être modernisés, mais jusque-là, aucun, je dis bien aucun, n'a encore été achevé. Nous ne pouvons pas surtout être recasés sur des sites bâchés et inondables qui ne sont pas adaptés aux conditions climatiques de la région. On ne peut pas rester là pendant 4 années pour regarder un mauvais recasement sur des sites où la clientèle peut avoir des problèmes. Nous lançons un appel solennel au président de la République de vouloir surseoir à cette décision peu arbitraire. Nous ne disons pas non au projet, cueillons à bras ouverts, mais nous disons non à la façon dont ils veulent le parachuter. Nous disons non à la façon dont ils veulent nous l'imposer. Il faut qu'il y ait une concertation autour d'une table. C'est pourquoi tous les commerçants se sont levés pour dire non, non, non à cette décision arbitraire.
Une ville sans commerce ce mardi, premier acte de leur plan d'action. Et face à la grande mobilisation, l'autorité locale a finalement déployé les éléments de la gendarmerie pour rétablir l'ordre public. Nos tentatives de joindre Maître Moussa Bocar Thiam, le maire de Ourossogui, restent encore pour le moment toutes vaines. Merci Ali. Le maire de Dakar sans sécurité attribuée, Barthélémy Diaz, dénonce une mauvaise volonté du ministère de l'Intérieur. Il a tenu une conférence de presse cet après-midi, compte rendu Mamadou Fall. Du ministre de l'Intérieur, c'est de la pourriture. Barthélémy Diaz déchire le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le maire de Dakar estime que lui et Ousmane Sonko sont les principales cibles. Parce que ce torchon de communiqué n'est pas fortuit. Parce que l'arrestation et la mise à l'écart des gardes du corps de Ousmane Sonko a été très bien planifiée. Le ministre de l'Intérieur sait très bien qu'il n'y a que 2 hommes politiques au Sénégal qui disposent de services de sécurité du 1er janvier au 31 décembre et 24 heures sur 24, c'est M. Ousmane Sonko et moi-même. Il n'y a pas un autre homme politique dans ce pays escorté en permanence. Donc une fois que le cas de Ousmane Sonko est réglé, il reste maintenant le cas de Barthélémy Diaz. Le maire de Dakar révèle qu'il n'y a pas et n'aura pas de force spéciale à la mairie de Dakar. On convoque la directrice de la piscine olympique, qui est une piscine qui est sous la responsabilité de la ville de Dakar. On la convoque par rapport à des activités de pratique d'arts martiaux. Et puis dans l'actualité sportive, je vous l'annonçais dans les titres, Sadio Mané est sorti sur blessure lors du match en cours Bayern-Werder de Brême. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'une gêne au genou. Handball, à présent, l'équipe nationale du Sénégal a reçu ce matin le drapeau en vue de la CAN féminine du 9 au 19 novembre à Dakar. L'occasion de rappeler l'ambition de relever les défis de l'organisation et de la participation. Cher Sadibou Diarra. À l'orée de la saison 2022-2023 de Viet Vo Dao, tous les Vochines sénégalais étaient réunis pour raffermir. Organiser l'événement à la maison, ça procure beaucoup d'émotions. Donc en termes d'organisation, voir ce que les Sénégalais sont en capacité de mettre en place. Moi je crois en leur capacité à la fédération, au peuple sénégalais de pouvoir briller sur ce... et accomplir cette tâche-là. Et d'un point de vue sportif, clairement, pour nous, l'objectif, c'est d'être dans les 4 pour pouvoir aller au mondial. On est super contents d'être ici. Franchement, c'est notre première CAN à la maison et on est pressés de commencer. Il faut absolument venir à la Dakar Arena pour nous soutenir parce qu'on aura besoin de vous. On va tout donner et j'espère qu'on va vous donner envie de venir. Et puis en prélude à la saison 20-23 de Viet Vo Dao, le comité national de gestion de la discipline a organisé un stage de retrouvailles au programme des démonstrations techniques de self-défense, entre autres. Compte rendu Cher Sadibou Diarra et Pape Sangouni Mbaye. À l'orée de la saison 2022-2023 de Viet Vo Dao, tous les Vochines sénégalais étaient réunis pour raffermir leurs liens et faire de la revue technique. On lance toujours notre saison officiellement par un stage qui a plusieurs objectifs. Le premier étant de regrouper les pratiquants. Parce qu'après les vacances, depuis juillet, les gens étaient retournés dans le train-train quotidien, avaient un peu déserté les clubs, sont passés à autre chose. Et depuis le mois d'octobre, on a repris les entraînements dans les clubs correctement. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire des retrouvailles fraternelles entre Voching, de tout le Sénégal, les maîtres, les pratiquants, les enseignants et tout ça, pour lancer un peu les activités, parler un peu des activités à venir en termes de calendrier, et puis travailler un peu de Vovinam Viroda, ceux qui n'avaient pas porté le kimono depuis un moment, le Vofou le reporte, etc. Les techniques de self-défense et une formation sur les gestes de premier secours
était au menu du stage. On a travaillé un peu de techniques de contre-attaque, un peu sur techniques de percussion, coup de poing, avec blocage sur déplacement sur place, et des techniques de self-défense sur saisie, voilà, qui sont accessibles à tout le monde, même les non-pratiquants, voilà, au quotidien. Et puis la deuxième partie, c'est ce que vous voyez derrière nous. On a invité la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, et c'est l'occasion de remercier notre ami le général Morsek, qui est commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour faire une petite formation, une sensibilisation sur les gestes de premier secours et les gestes d'urgence. Parce qu'on sait que le Vauvinant-Viroda fait partie des arts martiaux et des sports de combat, et que dans les clubs et dans les compétitions, il y a souvent des accidents. Ça peut arriver, des KO, etc. Donc il faut qu'on puisse former aussi nos élèves à pouvoir réagir comme il faut. La saison de Viet Vo Dao démarre officiellement le 17 décembre prochain avec un passage de grade. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité pour la seconde partie de Soir d'info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.